l'année 2024 est à nos portes et on est en compagnie de M. Simon-Jolin Barrette. Vous êtes député de Bordua et ministre de la Justice. Qui dit fin d'année dit bilan. Et vous avez eu une année 2024 plutôt occupée. Oui, bonjour. Bien, en fait, vraiment une année occupée. Pour les citoyens de la circonscription de Bordua, on peut penser notamment aux travaux sur l'autoroute 20, à la rivière Richelieu, des sommes qu'on a consacrées pour assurer en fait, l'étude et que l'eau soit claire et pour financer le comité environnemental. On met en place également plusieurs mesures dans la circonscription pour faire en sorte de donner davantage de services à la population ici dans le comté. Puis vous avez aussi, puis on va y revenir à ces dossiers-là là, plus en détail, vous avez également le rôle de ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Et tout récemment, il y a un dossier qui a fait les manchettes, c'est concernant le changement d'heure. La dernière fois qu'il y a eu un changement de législation, c'était au début des années 2000 là, en ce qui a trait au temps. Et là, pourquoi maintenant on décide d'ouvrir ce dossier-là? En fait, vous savez, minimalement 2 fois par année, les Québécois en parlent beaucoup. Donc, lorsqu'on change l'heure au mois de novembre et lorsqu'on change l'heure au mois de mars. Puis la population québécoise est souvent affectée par le changement d'heure. On le voit pour les personnes qui ont de jeunes enfants, ça a un impact. Pour les maladies également cardiaques, il y a plus de crises de cœur, il y a plus d'accidents automobiles. Et l'ensemble des spécialistes de la communauté scientifique également disent qu'il y a des impacts sur la santé populationnelle des gens. Alors, le changement d'heure, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réflexion à ce niveau-là. Il y a plusieurs États dans le monde qui ont arrêté de changer l'heure. La Saskatchewan au Canada, ils ne changent pas l'heure. Le Yukon, ils ne changent pas l'heure également. Il y a des États américains qui ne changent pas l'heure aussi. C'est une pratique qui date des guerres mondiales à l'époque, notamment au niveau de la productivité. Lorsqu'on lance comme idée, comme débat, c'est, dans un premier temps, par le biais d'une consultation sur un site web gouvernemental, c'est est-ce que, vous trouvez toujours pertinent de changer l'heure, oui ou non? Et si vous ne voudriez plus changer l'heure, quelle heure est-ce que vous voudriez avoir? Est-ce que c'est l'heure d'été, donc l'heure avancée de l'Est, ou plutôt l'heure normale, donc l'heure d'hiver que nous avons? Donc, au mois de novembre, dernièrement, on est retourné à l'heure normale, donc on a reculé l'heure, donc on est devenu à l'heure régulière. Donc, ça fait en sorte que le matin, on a un petit peu plus d'ensoleillement, mais le soir, il fait plus noir. Alors, on consulte les gens, puis par la suite, on va prendre une décision à savoir est-ce qu'on met fin au changement d'heure et deuxièmement, à quelle heure le Québec se retrouvera-t-il? Et il y a une composante régionale aussi avec nos voisins de l'Ontario, avec l'État de New York. Déjà, l'Ontario a adopté une loi à cet effet-là pour arrêter de changer l'heure si le Québec et l'État de New York cessent cette pratique-là. Okay. Et d'un autre côté, vous savez, avec le Nouveau-Brunswick, on a une heure de différence également. Alors, vous savez, je pense que c'est important de sonder la population. C'est un sujet qui touche le quotidien des Québécois. Alors, c'est pour ça qu'on fait la consultation. Oui. Puis, bon, je comprends la pertinence d'une consultation, mais vous l'avez nommé que scientifiquement, il y a des impacts sur la santé. Donc, la décision ne serait pas plutôt simple à ce niveau-là. Pourquoi vous avez décidé de consulter les gens quand même? Bien, je pense que ça rythme la vie quotidienne des gens, le changement d'heure, le temps. Alors, oui, il y a la communauté scientifique qui fait des recommandations, on va en tenir compte. Il y a l'opinion de la population également, mais il y a également le milieu économique aussi qu'il faut prendre en considération, les échanges commerciaux que nous avons. Donc, si jamais, nous mettons fin au changement d'heure, mais deuxièmement, à quelle heure nous allons être? Est-ce que nous allons être à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver aussi? Donc, il faut réfléchir à tout ça. Puis moi, je pense que quand on fait un changement aussi important, bien, c'est une bonne pratique, c'est une approche à avoir d'aller consulter la population québécoise pour savoir ce qu'ils en pensent. Récemment, il y a un média qui a fait un sondage. 80% de la population souhaitait mettre fin au changement d'heure et avoir l'heure d'été. Alors, on va le prendre en considération dans les décisions que nous prendrons pour les prochains mois. Et donc, toute la population du Québec est invitée à aller remplir cette consultation-là en ligne jusqu'au 1er décembre prochain. Un autre dossier tout récent au niveau là, de votre rôle de ministre de la Justice, c'est le dépôt du projet de loi 73. Donc, en quoi consiste ce projet de loi-là? En fait, ce projet de loi-là, c'est pour lutter contre le partage des images intimes sans consentement. Et ça, c'est un véritable fléau, particulièrement chez les jeunes. Donc, il y a un adolescent sur 5 qui a déjà reçu une image intime de quelqu'un qui n'y consentait pas. Donc, ça signifie qu'à l'école secondaire, il y a l'image d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui circule par le biais des textos, par le biais de la messagerie, par le biais des médias sociaux, où on voit une personne en situation intime, donc dénudée,
ou qui est en train de faire un acte de nature sexuelle. Également, on vient couvrir, dans le cadre du projet de loi, les hypertrucages. Donc, les modifications avec l'intelligence artificielle. Donc, où on prend le visage d'une personne avec le corps d'une autre et qu'on diffuse l'image. Alors, l'objectif de ce projet de loi-là est d'avoir un mécanisme pour faire retirer et détruire les images extrêmement rapidement. Parce que le partage d'une image intime est déjà illégal au Canada. C'est déjà une infraction criminelle. Par contre, les délais en matière criminelle, avec la preuve au dossier, le fait que ça soit hors de tout doute raisonnable, les ordonnances, ça prend un certain temps. Alors nous, on voulait avoir une voie rapide parce qu'il ne suffit que de quelques minutes pour qu'une image intime circule sur le web par le biais des messages. Lorsqu'on a lancé le projet de loi, on y est allé avec une technique avec différents médias pour leur dire, bien, avez-vous vu cette vidéo-là hier soir? Puis on a créé une vidéo pour faire en sorte de démontrer à quel point ça pouvait aller rapidement. Puis il y a plus d'une centaine de personnes qui avaient reçu l'image qui n'était pas une vraie image intime, bien entendu. Alors, le but, c'est de faire en sorte d'outiller les personnes victimes de ces images intimes-là qui sont diffusées sans leur consentement pour qu'elles puissent le retirer et les détruire. Alors, on va avoir une voie rapide avec un juge, 7 jours par semaine, qui va traiter la demande en urgence pour émettre une ordonnance pour la destruction de l'image, parce que le partage d'images intimes peut briser littéralement des vies, peut briser l'estime d'un adolescent, beaucoup les jeunes adultes également, où il y a des problèmes à ce niveau-là, puis surtout aussi le phénomène de sextorsion qui existe, où là, peut-être parfois entre ex-conjoints, même du contrôle coercitif, on dit, bien, écoute, si tu ne restes pas avec moi, je vais diffuser les images intimes que j'ai dans mon cellulaire de toi. Alors, je pense que c'est important de s'attaquer à ce fléau-là, qui est un fléau très moderne. Avant les téléphones, on n'avait pas une diffusion aussi large. Alors, c'est pour ça qu'on intervient particulièrement pour protéger les jeunes. Oui, vous l'avez nommé, ça contribue à tout le phénomène de cyberintimidation également. Mais comment concrètement ça peut se faire? On va dire qu'il y a une image qui circule. D'un point de vue technique, l'équipe de football au complet qui a la photo de moi. Comment on s'assure que cette image-là, elle est détruite? Bien, dans un premier temps, la personne qui est sur l'image ou un proche va pouvoir remplir un formulaire en ligne qui va être directement envoyé au juge et le juge va prononcer une ordonnance et elle va être notifiée par le greffier du tribunal à la personne qui possède l'image et ou aux personnes. C'est la réception de cette ordonnance-là qui va obliger de détruire ou de désindexer ou même de cesser le partage. Et quiconque contreviendra à cela sera passible d'une amende très importante, donc de 5 000 à 50 000 par jour pour une personne physique, jusqu'à 500 000 par jour pour une personne morale, donc une compagnie, et même susceptible pour une personne physique de peine d'emprisonnement. Alors, c'est sérieux comme dossier et on met des peines en conséquence pour que les gens respectent respectent le jugement et surtout aussi, on envoie un message, on fait œuvre pédagogique en parlant de ce dossier-là, en déposant un projet de loi en disant vous ne pouvez pas diffuser l'image intime d'une personne sans son consentement. Exactement. Parce que vous savez, malheureusement, dans certaines situations, mais la vie, elle est durablement affectée des personnes qui en sont victimes. Oui. Alors, c'est vraiment un sujet extrêmement sérieux. Oui, ça contribue à l'éducation aussi des personnes qui le diffusent. Il y en a peut-être là-dedans qui le font, ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, ça va faire parler. Donc, un projet de loi dont on pourrait attendre l'adoption d'ici la fin de l'année 2024. Oui, tout à fait. Dans les prochaines semaines, l'ensemble des formations politiques semblent en accord. Alors, j'ai bon espoir qu'on va réussir à faire œuvre utile avec ça. Puis, dans le cadre de ce projet de loi-là, également, on a beaucoup de mesures pour amener des mesures de protection et d'aide au témoignage pour les victimes de violences sexuelles, de violences conjugales en matière civile. Donc, on a fait déjà le tribunal spécialisé, donc en matière de violences sexuelles, en matière de violences conjugales, mais tout le volet civil, lorsque vous avez des dossiers en matière familiale ou des recours en dommages et intérêts, bien, les victimes de violences sexuelles et conjugales n'avaient pas les mêmes protections relativement au témoignage. Donc, on adapte véritablement le système de justice aux besoins des personnes victimes, c'est-à-dire faire du télétémoignage lorsque vous avez été victime de violences conjugales, même chose, violences sexuelles, avoir un chien d'assistance, avoir un paravent, faire en sorte également que le tribunal prenne vraiment en compte quels sont les besoins particuliers de la victime lorsqu'elle vient témoigner, parce que ça peut être stressant à la cour. Ça peut faire en sorte qu'il y a plusieurs victimes qui ne vont pas aller de l'avant. C'est ça. Alors, on veut les rendre à l'aise complètement. Alors, c'est pour ça qu'on incorpore des mesures de la Cour criminelle en matière civile. Également, on renforce l'ordonnance civile de protection
pour faire en sorte que ça soit un moyen simple et beaucoup plus facile d'avoir une mesure de protection qui, à titre d'exemple, empêche un ex-conjoint de s'approcher à une certaine distance du domicile sans que ça soit une matière criminelle pour faire en sorte qu'il y ait une bulle de protection autour d'une personne qui est victime. Alors, c'est des mesures qu'on a également dans le projet de loi. Wow! Très d'actualité en plus. Maintenant, si on vient à notre belle région, il y a au niveau de l'autoroute 20. Bon, l'autoroute 20, les dernières années, c'est le chaos au niveau du trafic. Là, avec le temps des fêtes, les travaux sont mis sur pause et il va y avoir une voie, en fait, il y a une voie réservée qui est déjà active là, des deux côtés. Oui, tout à fait. Alors, on a investi, le gouvernement du Québec, 172 millions pour élargir l'autoroute 20, pour avoir une troisième voie dans chacune des directions. Donc, les automobilistes de la région peuvent les utiliser actuellement. Puis, vous savez, je pense qu'il faut désengorger véritablement la rive sud. Puis, l'élargissement de l'autoroute 20 va y participer, donc voie réservée, autobus, covoiturage également. Et dans le projet que nous avons, même une quatrième voie à Sainte-Julie pour la sortie vers la municipalité de Sainte-Julie, parce que lorsqu'on arrive de Montréal, souvent à l'intersection de la jonction entre l'autoroute 20 et l'autoroute 30, on se retrouve avec des bouchons. Donc, on va élargir le tout pour faire en sorte que les véhicules qui doivent sortir à Sainte-Julie puissent le faire d'une façon qui est continue. Je pense que c'est notre défi d'avoir de la fluidité, de faire en sorte d'offrir des possibilités à la population de la région. Et vous savez, si on veut être en mesure d'offrir une qualité de vie aux gens, bien, le fait d'être pris dans le trafic en venant de travailler, en allant chercher les enfants à l'école ou à la garderie, bien, je pense que c'était important de mettre ces investissements-là pour la Rive-Sud de Montréal et particulièrement pour notre région. Et on va avoir une voie réservée jusqu'au pont Arthur-Branchaud, 3 voies. Donc, le pont de l'autoroute 20 par-dessus le Richelieu, éventuellement. Oui. Donc, cette voie réservée qui est active présentement, et ça jusqu'au printemps 2025 à la reprise des travaux. On parlait de qualité de vie. Il y a 11 nouveaux médecins de famille là, qui se joignent aux régions de Bordua, Montarville et Saint-Hyacinthe. Donc, ça va permettre là, au système de santé d'offrir plus de services là, aux citoyens. Oui, les effectifs médicaux, donc pour la région, 11 nouveaux médecins. Je pense que c'est important. Vous savez, la vallée du Richelieu grossit en termes de population, la région de Saint-Hyacinthe aussi. Donc, on souhaite que les Québécois et Québécoises puissent accéder à un médecin de famille. Donc, ça en fait partie des investissements que le gouvernement fait dans la région. Oui. Il y a tellement de dossiers dont on pourrait parler, mais j'ai envie de regarder vers l'avenir également. Donc, qu'est-ce qui nous attend comme grand dossier pour 2025? Soit des dossiers qui vont voir le jour ou qui vous tiennent bien occupés là, en ce moment. Bien, je vous dirais, il y en a plusieurs dans la circonscription. On fait en sorte de suivre les dossiers, d'aider les citoyens pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'investissement dans la circonscription de Bordeaux. Au cours des dernières années, c'est 46 millions que le gouvernement du Québec a investi en termes d'infrastructures municipales, d'infrastructures de voirie, les routes, également en soutien à l'environnement, aux organismes environnementaux, mais également sur le plan plus national, à titre de ministre, bien, je poursuis le travail relativement au déploiement des tribunaux spécialisés, également le déploiement des programmes de médiation, des projets pilotes de médiation en matière de petites créances. Déjà dans notre région, pour Saint-Hyacinthe, on a déjà déployé le projet pilote pour le tribunal spécialisé en termes de violence conjugale, violence sexuelle et également aux petites créances. Ça fait en sorte que les citoyens ont davantage accès à la justice. C'est moins complexe, c'est beaucoup plus adapté à leur réalité. Prenez le cas des petites créances, mais désormais, c'est de la médiation obligatoire. Donc, près de 60 des dossiers se règlent au moment de la médiation, ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas nécessairement besoin d'aller devant le juge et ont réussi à réduire les délais. On passe des délais où c'est à peu près 30 mois avant d'aller devant le juge vers un dossier qui va être réglé environ en 6 mois. Donc, les gens, lorsqu'ils ont un dossier, ils pensent à tous les jours. Là. C'est une chicane de voisins, c'est une chicane avec un contrat, c'est un litige avec quelque chose de leur quotidien. Alors, on vise à régler ça, qu'ils puissent tourner la page rapidement. Donc, on continue de déployer ça un peu partout au Québec et de maintenir les réformes qu'on fait en matière d'accès à la justice pour faire en sorte que les citoyens aient confiance dans le système de justice et que le système de justice soit beaucoup plus humain et que les citoyens, lorsqu'ils arrivent au palais de justice, ils puissent être outillés,
connaissent leurs droits et puissent être entendus dans un temps raisonnable. C'est mon objectif comme ministre. Oui, donc évidemment, on va suivre tous ces beaux dossiers-là pour 2025. Merci, M. Jolin Barrette, d'être passé à nos studios aujourd'hui, puis au plaisir de vous accueillir à nouveau dans la nouvelle année. Un grand plaisir. Merci beaucoup.